Dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, sous un ciel gris d'automne, le mariage de Claire et Antoine battait son plein. Les invités, tous élégamment vêtus, murmuraient des félicitations tandis que l'orgue jouait une mélodie solennelle. Soudain, la porte s'ouvrit avec un bruit sourd, et une femme entra en trombe, ses cheveux courts ébouriffés par le vent, son manteau trempé par la pluie fine. C'était Sophie. 28 ans. Avec ses yeux bleus perçants et son air déterminé qui contrastait avec l'atmosphère feutrée. Les regards se tournèrent vers elle, chargés de surprise et de jugement. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» chuchota une tante de la mariée, tandis que d'autres échangeaient des sourires moqueurs. La prenant pour une intruse ? Une lesbienne excentrique venue perturber la cérémonie. Claire, la mariée, se figea sur l'autel, sa robe blanche immaculée tremblant légèrement. Antoine, son fiancé, fronça les sourcils, prêt à intervenir. Mais Sophie ne s'arrêta pas. Elle marcha droit vers l'autel, ignorant les murmures qui enflaient comme une vague. « Claire, il faut qu'on parle. » Maintenant, cria-t-elle d'une voix ferme, brisant le silence sacré. Les invités retinrent leur souffle. 9 minutes plus tard, après un échange tendu et des révélations chuchotées, Claire se tourna vers l'assemblée et déclara : « Je ne peux pas me marier. » Pas avec lui. Le choc fut immédiat, Antoine blêmit. La famille de Claire se leva en protestation. Et Sophie, au centre de la tourmente, sentit son cœur battre à tout rompre. Ce jour-là marqua le début d'une tempête qui allait bouleverser leur vie. Sophie et Claire s'étaient rencontrées 3 ans plus tôt, lors d'un séminaire sur les droits des femmes à l'université de la Sorbonne. Sophie, étudiante en sociologie, militante active pour les droits LGBT, avait tout de suite été captivée par Claire, une jeune avocate prometteuse issue d'une famille conservatrice. Leur discussion passionnée sur l'égalité et la justice sociale avait rapidement évolué en une amitié profonde, puis en quelque chose de plus intime. Mais Claire, élevée dans un milieu catholique strict, luttait contre ses sentiments. « Je ne peux pas être comme ça », avait-elle souvent dit à Sophie lors de leurs rendez-vous clandestins dans des cafés parisiens. La pression familiale pesait lourd sur Claire. Sa mère, une femme d'affaires influente, avait planifié ce mariage avec Antoine depuis des mois, voyant en lui le gendre idéal, stable, issu d'une bonne famille, et hétérosexuel. « Tu dois penser à ton avenir, ma chérie. Une famille, des enfants, c'est ce qui compte, » lui répétait-elle. Claire, déchirée entre son éducation et ses émotions naissantes, avait accepté la demande en mariage d'Antoine, un collègue charmant mais distant. Sophie, de son côté, avait tenté de la raisonner, mais Claire avait rompu tout contact 6 mois avant le mariage, prétextant ni digne de se concentrer sur sa carrière. Pourtant, Sophie n'avait pas pu lâcher prise. La nuit précédant la cérémonie, elle avait reçu un message anonyme probablement d'une amie commune l'informant de la date et du lieu. « Elle a besoin de toi », disait le texte. Sophie, rongée par le doute et l'amour refoulé, avait pris la décision impulsive de se rendre à l'église. En entrant, elle savait qu'elle risquait tout, son réputation, son cœur, et peut-être même sa sécurité. Mais l'idée de voir Claire épouser un homme qu'elle n'aimait pas vraiment était insupportable.
Après l'annonce choc de Claire, le chaos s'installa. Antoine, humilié, quitta l'église sans un mot, suivi de ses parents outrés. La mère de Claire, Madame Dupont, s'approcha de sa fille, les larmes aux yeux. « Que as-tu fait ? Tu nous as déshonorés, s'exclama-t-elle. Claire, tremblante, se tourna vers Sophie, « Emmène-moi loin d'ici. » Elles s'enfuirent ensemble sous les regards accusateurs, montant dans un taxi qui les emmena vers l'appartement de Sophie dans le Marais. Là, dans le petit studio encombré de livres et de posters militants, elles s'assirent enfin pour parler. « Pourquoi as-tu fait ça ? demanda Claire, sa voix brisée par l'émotion. Sophie répondit, « Parce que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. » Ce mariage était une erreur. Claire admit alors ses sentiments, mais aussi ses peurs, la peur du rejet familial, des jugements sociaux, et de perdre sa place dans une société qui valorisait les normes hétérosexuelles. « Ma famille ne me pardonnera jamais. Et le travail ? Les clients conservateurs pourraient me lâcher. » Sophie, habituée aux luttes, essaya de la rassurer. « On affrontera ça ensemble. L'amour vrai vaut tous les sacrifices. » Mais au fond d'elle, Sophie doutait. Elle avait vu trop d'amis brisés par des coming-out forcés. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, explorant les recoins de leurs âmes. Claire révéla comment son éducation l'avait conditionnée à réprimer ses désirs, tandis que Sophie partagea ses propres blessures, une adolescence marquée par le bullying à cause de son orientation sexuelle. Le lendemain, les conséquences commencèrent à se manifester. Le téléphone de Claire sonna sans arrêt, appel de sa mère, de ses sœurs, même d'Antoine qui exigeait des explications. « Tu m'as trompé avec elle » hurla-t-il au bout du fil. Claire, paniquée, raccrocha. Sophie, quant à elle, reçut des messages haineux sur les réseaux sociaux, des invités du mariage l'avaient identifiée et la qualifiaient de « destructrice de famille ». La presse locale, alertée par un post viral, commença à spéculer sur le scandale lesbien au mariage parisien. Claire décida de confronter sa famille. Elle se rendit chez ses parents dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Madame Dupont l'accueillit froidement. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Pense à ton père, à sa santé fragile. » Claire, les larmes coulant, expliqua, « Maman, je n'aime pas Antoine. J'aime Sophie. C'est qui je suis. Son père. » Silencieux jusqu'alors, intervint, « Nous t'avons élevée pour être une femme respectable. Ça, c'est contre nature. » Le rejet fut cinglant, ils lui demandèrent de partir, menaçant de la déshériter. De retour chez Sophie, Claire s'effondra. « J'ai tout perdu. » Sophie la serra dans ses bras. Mais intérieurement, elle se questionnait, avait-elle forcé Claire à une décision prématurée ? Le poids de la culpabilité commença à peser. Les jours suivants, elles naviguèrent entre moments d'intimité volés et crises d'angoisse. Claire perdit un gros client au cabinet d'avocats, prétextant un « conflit d'intérêt moral ». Sophie, professeure adjointe à l'université, fit face à des collègues qui la regardaient de travers. Pourtant, amid the turmoil, leur lien se renforça. Elles participèrent à un groupe de soutien LGBT à Paris, où elles rencontrèrent d'autres femmes ayant vécu des drames similaires.
Une nommée Marie raconta comment elle avait perdu la garde de ses enfants après son coming out. Cela terrifia Claire, qui n'avait pas encore d'enfants mais en rêvait. Et si on ne peut jamais avoir une vie normale, se demanda-t-elle. La tension culmina lorsqu'Antoine contacta Sophie directement. Tu as ruiné ma vie. Claire était à moi. Sophie, furieuse, répondit, elle n'appartient à personne. C'est son choix. Mais les mots d'Antoine semèrent le doute, avait-elle manipulé Claire? Cette confrontation interne marqua le début d'une phase plus sombre, où les décisions passaient en terre les nuits. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Claire et Sophie. Installées ensemble dans l'appartement du Marais, elles tentaient de construire une routine, mais les ombres du passé planaient. Claire, privée du soutien familial, se sentait isolée. Elle passait des heures à fixer son téléphone, espérant un message de réconciliation de sa mère. Peut-être qu'ils changeront d'avis, murmurait-elle. Sophie, plus pragmatique, l'encourageait à se concentrer sur l'avenir, on va créer notre propre famille. Mais la société parisienne, malgré son image progressiste, révélait ses fissures. Au travail, Claire surprit des collègues chuchotant sur son choix de vie. Un partenaire senior lui conseilla discrètement, sois prudente. Claire. Les clients aiment la stabilité. Cela la blessa profondément, renforçant son sentiment d'être une paria. Sophie, de son côté, affronta une manifestation anti-LGBT organisée par des groupes conservateurs, où des pancartes proclamaient « Protéger la famille traditionnelle ». En rentrant, elle trouva Claire en pleurs, est-ce que ça en vaut la peine? Une trahison inattendue vint aggraver les choses. La sœur de Claire? Émilie, 25 ans, contacta Sophie en secret. Je veux aider ma sœur, mais je dois savoir si tu l'aimes vraiment. Sophie, touchée, accepta de la rencontrer dans un café près de la Seine. Émilie, aux cheveux longs et au regard doux, semblait sincère. Elles parlèrent longuement, Sophie expliquant leur histoire. Mais le lendemain, un article anonyme parut dans un blog local, l'avocate qui a fui son mariage pour une activiste lesbienne. Les détails intimes révélés pointaient vers Émilie comme source. Claire, dévastée, confronta sa sœur. Pourquoi? On est de la même famille. Émilie avoua, maman m'a forcée. Elle pense que c'est pour ton bien. Ce betrayal brisa Claire davantage. Elle commença à douter de tout, y compris de Sophie. Et si tu m'avais poussée? Si j'avais fait une erreur? Les disputes éclatèrent, chargées de reproches. Sophie, blessée, rétorqua, je t'ai donné le choix. C'est toi qui as parlé à l'église. Mais au fond, Sophie se sentait coupable d'avoir craché le mariage. Avait-elle priorisé son amour sur le bien-être de Claire? Pour apaiser les tensions, elles décidèrent de partir en week-end à la campagne, dans une petite maison à Normandie. Là, loin du bruit parisien, elles se reconnectèrent. Promenade sur la plage, discussion au coin du feu. Claire admit ses peurs les plus profondes, j'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais la société m'a appris à le cacher. Sophie partagea son propre coming out traumatique à 18 ans. Rejetée par des amis d'enfance. Ça fait mal. Mais on guérit. De retour à Paris, une opportunité se présenta,
un poste d'avocate spécialisée en droit LGBT pour Claire, proposé par une association. C'est parfait pour toi, encouragea Sophie. Mais accepter signifiait s'exposer publiquement, risquant plus de rejet. Claire hésita, pesant le pour et le contre. Finalement, elle accepta, marquant un premier pas vers l'acceptation de soi. Cependant, la famille de Claire n'abandonna pas. Madame Dupont organisa une intervention familiale, invitant Claire à un dîner sous prétexte de réconciliation. Sophie, méfiante, insista pour accompagner. À table, l'ambiance était tendue. Le père de Claire parla le premier. « Nous t'aimons. Mais ce mode de vie, c'est contre nos valeurs. » Madame Dupont ajouta, « Pense à tes futurs enfants. Comment grandiront-ils sans père ?» Claire, défendue par Sophie, répondit, « L'amour n'a pas de genre. Et si j'ai des enfants, ils auront deux mères aimantes. » La soirée dégénéra en dispute. Émilie, rongée par la culpabilité, prit la défense de Claire, « Laissez-la être heureuse. » Cela créa une fissure dans la famille. Le père quitta la table. Mais Madame Dupont, les yeux humides, murmura, « Je ne veux pas te perdre. » C'était un début fragile. Sophie, quant à elle, affronta ses propres démons. Une ex-petite amie, Laura, réapparut, offrant un soutien amical. Laura, charismatique et manipulatrice, sema le doute, « Claire est-elle prête pour ça ? Tu mérites quelqu'un de plus engagé. » Sophie, tentée un instant par la familiarité, repoussa Laura. Mais l'incident la fit réfléchir, était-elle vraiment prête à porter le fardeau des luttes de Claire ? Les mois passèrent, et leur relation évolua. Claire excella dans son nouveau rôle, aidant d'autres femmes à naviguer les discriminations. Sophie publia un article sur les pressions sociétales sur les lesbiennes, inspiré de leur histoire. Pourtant, les cicatrices persistaient. Une nuit, Claire fit un cauchemar sur son mariage avorté, se réveillant en sueur. Et si j'avais dit oui à Antoine ? Une vie facile. Sophie la consola. Mais le doute s'insinua. Une confrontation majeure survint lors d'une conférence LGBT où Sophie était oratrice. Claire, dans le public, vit Antoine s'approcher. « Je veux juste parler ?» dit-il. Dans un coin discret, il avoua, « Je savais pour tes doutes, mais j'espérais que ça passerait. » Claire, surprise, répondit, « C'était injuste pour nous deux. » Antoine partit en paix. Mais cela réveilla chez Claire un sentiment de culpabilité envers lui. De retour chez elle, Claire et Sophie discutèrent ouvertement. « J'ai fait du mal à beaucoup de monde ?» admit Claire. Sophie répondit, « Mais tu t'es choisi toi-même. » C'est courageux. Cette honnêteté renforça leur lien. Mais le chemin restait semé d'embûches. Au fil du temps, les pressions extérieures s'intensifièrent. Claire reçut une lettre anonyme au bureau, « Les lesbiennes comme toi ne méritent pas de représenter la justice. » Choquée, elle la montra à Sophie, qui contacta la police. L'enquête révéla qu'il s'agissait d'un ancien client conservateur. Cela raviva les peurs de Claire, « Et si ça empire ? Si on nous attaque physiquement ?» Sophie, militante endurcie, organisa des ateliers d'autodéfense pour femmes LGBT.
incluant Claire. Parallèlement, la famille de Claire tenta une réconciliation partielle. Émilie, se sentant coupable de sa trahison, invita Claire à un déjeuner. Je regrette d'avoir parlé à ce blog. Maman est têtue, mais elle t'aime. Claire, émue, accepta. Lors de la rencontre, Émilie révéla que leur mère consultait un thérapeute pour comprendre l'homosexualité. Donne-lui du temps. Cela offrit un espoir ténu. Sophie, cependant, luttait avec ses propres conflits internes. Son travail à l'université était menacé par des coupes budgétaires, et son militantisme la épuisait. Parfois, je me demande si je ne t'ai pas entraîné dans mon monde chaotique, confia-t-elle à Claire une soir. Claire répondit, c'est notre monde maintenant. Mais Sophie cachait un secret, elle avait reçu une offre d'emploi à Berlin. Plus stable, mais qui impliquait une séparation temporaire. Le dilemme moral s'aggrava lorsque Claire fut assignée à une affaire impliquant une femme lesbienne accusée de corruption de mineurs par sa famille conservatrice. L'affaire faisait écho à sa propre vie. En défendant la cliente, Claire confronta ses biais internes, avait-elle elle-même internalisé des préjugés? Lors du procès, elle plaida avec passion, l'amour n'est pas un crime. Elle gagna, mais l'épuisement la frappa. Une trahison plus profonde vint de l'intérieur. Sophie, stressée, flirta innocemment avec une collègue lors d'une conférence. Rien de physique, mais un échange de numéros. Claire découvrit les messages par accident. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle. Sophie s'excusa, c'était stupide. J'étais perdue. La confiance ébranlée. Claire partit chez Émilie pour réfléchir. Là, elle pesa ses options, pardonner ou tout arrêter. Pendant cette séparation, Sophie sombra dans la culpabilité. Elle consulta une thérapeute, explorant ses patterns de sabotage. J'ai peur du bonheur stable, admit-elle. Claire, chez sa sœur, reçut un appel de sa mère, viens à la maison. Sans elle, tentée par la sécurité familiale, Claire hésita. Mais en pensant à Sophie, elle refusa, si vous ne l'acceptez pas, vous me perdez aussi. Elles se réconcilièrent après une longue discussion. On doit travailler sur nous, dirent-elles. Elles commencèrent une thérapie de couple, explorant les dommages des pressions sociétales. Cela révéla des vérités douloureuses. Claire avait utilisé le mariage comme bouclier contre son identité, Sophie comme arme contre l'injustice. Un tournant survint lors d'une manifestation pour l'égalité. Claire prit la parole publiquement pour la première fois. J'ai fui mon mariage parce que j'aimais une femme. Et je ne regrette pas. Les applaudissements la boostèrent. Mais un contre-manifestant lança une insulte. Sophie la protégea, renforçant leur unité. Pourtant, les sacrifices continuaient. Sophie refusa l'offre de Berlin, je reste avec toi. Claire, reconnaissante, organisa une surprise, un dîner avec Émilie et leur mère. Madame Dupont, maladroite mais sincère, dit, je ne comprends pas tout. Mais je veux essayer. Le père envoya un message d'absence. Mais c'était un progrès. Les mois suivants apportèrent une stabilité fragile. Claire prospéra professionnellement. Sophie publia un livre sur les identités queer. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus profonde.
Mais les doutes persistaient, la société changerait-elle vraiment? Une crise finale approcha lorsqu'Antoine réapparut, annonçant son mariage imminent. Il invita Claire pour clore le chapitre. Sophie, jalouse, déconseilla, c'est un piège. Claire y alla seule, cherchant la closure. À la réception, Antoine avoua, je t'aimais. Mais je vois maintenant que tu es heureuse. Cela libéra Claire. De retour, elle dit à Sophie, c'est fini. On avance. Mais au fond, elle se demandait si les dommages étaient irréparables. Avec le temps, Claire et Sophie construisirent une vie ensemble. Mais les cicatrices sociales persistaient. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer naissant, et planifièrent des voyages. Pourtant, les jugements extérieurs ne cessaient pas. Lors d'une soirée chez des amis, une invitée commenta, c'est courageux de votre part. Dans une société comme la nôtre. Claire sourit poliment. Mais intérieurement, cela la blessa, pourquoi l'amour devait-il être courageux? Sophie, de plus en plus impliquée dans le militantisme, organisa une campagne contre les discriminations au travail. Claire la soutint, mais cela attira l'attention médiatique. Un journal publia un article, l'avocate lesbienne qui défie les normes. Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté LGBT. Haine des conservateurs. Sophie reçut des menaces en ligne, forçant le couple à renforcer leur sécurité. Un conflit interne surgit lorsque Claire exprima son désir d'enfant. Je veux être mère. Sophie, hésitante, répondit, avec l'IVF? C'est cher. Et la société. Elles débattirent des implications, adoption pour couples homosexuels en France. Encore controversée. Claire insista, on mérite une famille. Sophie, craignant les jugements, accepta finalement. Mais avec appréhension. La famille de Claire évolua lentement. Madame Dupont invita le couple à Noël. Pas de jugement. Promit-elle. À table, l'ambiance était tendue, mais des rires émergèrent. Le père resta distant, mais envoya un cadeau. Émilie devint une alliée, organisant des sorties. Cependant, une trahison professionnelle frappa Sophie. Une collègue, jalouse, répandit des rumeurs sur son agenda personnel influençant ses cours. L'université enquêta, menaçant son poste. Sophie, déprimée, se referma. Claire la soutint, batte-toi. Sophie gagna l'enquête. Mais le stress affecta leur relation. Pour se ressourcer, elles partirent en vacances en Provence. Là, dans les champs de lavande, elles renouèrent. Malgré tout, je t'aime, dit Claire. Sophie répondit, moi aussi. Mais le prix est élevé. De retour, une opportunité pour Claire, un poste à Strasbourg. Mieux payé. Cela impliquait une relocation. Et nous, demanda Sophie. Claire proposa, viens avec moi. Sophie, attachée à Paris, hésita. Le débat révéla des priorités divergentes, carrière vs. relation. Finalement, Sophie accepta, voyant cela comme un nouveau départ. Elles déménagèrent, laissant derrière les souvenirs parisiens. À Strasbourg,
Elles trouvèrent une communauté plus accueillante. Claire excella. Sophie trouva un poste en ligne. Mais les vieux démons ressurgirent. Claire reçut un appel d'Antoine, sa femme était enceinte. Félicitations, dit-elle. Mais une jalousie fugace l'envahit. Et si j'avais choisi la facilité, confia-t-elle à Sophie. Cela déclencha une dispute, tu regrettes? Claire nia. Mais le doute plana. Elles consultèrent à nouveau une thérapeute, explorant les traumas. Les choix ont des conséquences, dit la professionnelle. Cela aida. Mais les tensions sociétales persistèrent. Lors d'une Pride à Strasbourg, elles marchèrent main dans la main, défiant les regards. Un climax arriva lorsque la mère de Claire tomba malade. Claire rentra à Paris, Sophie l'accompagnant. À l'hôpital, Madame Dupont murmura, « Je suis fière de toi. Quelle que soit ta vie. » Cela guérit une partie des blessures. De retour, elles décidèrent d'avancer sur l'IVF. Le processus fut épuisant, examen, hormones, échec. Sophie supporta Claire, mais se sentit secondaire. C'est notre enfant, rappela Claire. Enfin, une grossesse positive. La joie fut immense. Mais tempérée par les peurs, comment protéger l'enfant des préjugés? Les mois de grossesse furent un mélange de bonheur et d'anxiété pour Claire et Sophie. Claire, rayonnante malgré les nausées, se sentait enfin complète. Sophie, protectrice, aménagea leur appartement strasbourgeois en nurserie. Mais les doutes sociétaux ressurgissaient, et si l'enfant est harcelé à l'école, se demandait Claire. Sophie répondait, on l'élèvera fort. La famille s'impliqua progressivement. Émilie organisa une baby shower, invitant Madame Dupont. C'est inhabituel. Mais c'est ma petite fille, dit la mère, acceptant enfin. Le père envoya un berceau, signe de progrès. Pourtant, des amis conservateurs s'éloignèrent, laissant un vide. Professionnellement, Claire prit un congé, tandis que Sophie publia son livre, acclamé. Cela attira des interviews, où elle parla ouvertement de leur histoire. L'amour triomphe. Mais au prix de bataille. Les réactions positives dominèrent, renforçant leur résilience. Une dernière épreuve survint lors de l'accouchement. Complications mineures. Mais Sophie paniqua, je ne peux pas te perdre. L'enfant, une fille nommée Élise, naquit en santé. Tenant le bébé, Claire murmura, elle est à nous. Sophie, émue, promis, je serai là pour vous deux. Les années suivantes virent leur famille s'épanouir. Élise grandit entourée d'amour, apprenant l'égalité dès le berceau. Claire reprit le travail, équilibrant carrière et maternité. Sophie devint professeure titulaire, militant toujours. Mais les réflexions sur les choix passés persistaient. Lors d'un anniversaire, Claire confia, j'ai payé cher. Mais ça valait. Sophie acquiesça, nos dommages ont forgé notre force. La société évoluait lentement, loi plus inclusive, visibilité accrue. Pourtant, des incidents rappelaient les luttes, une insulte dans la rue, un regard désapprobateur. En fin de compte, leur histoire était un témoignage de résilience. Elles avaient affronté rejet, trahison,
doute et émerger plus forte. Mais la question demeurait, le sacrifice pour l'amour authentique est-il toujours justifié? Ou certains choix moraux sont-ils trop coûteux pour être corrects?